Ma plus grande peur, c'est sans doute de ne pas pouvoir continuer à travailler à ce rêve. C'est-à-dire que pour moi, le succès, en fait, c'est un ticket pour avoir le droit de continuer d'être en liberté et faire les choses de manière aventureuse et personnelle. Et mon plus grand rêve, eh ben, c'est justement continuer. Oui, le premier livre que j'ai lu, en tout cas qui m'a marqué, c'est Le Tour du monde en 80 jours, Jules Verne. Je crois que voilà, Jules Verne est resté assez puissamment intégré dans mon ADN de lecteur et d'écrivain pour son côté inventeur et aventurier. Et donc voilà, je lisais ce genre de choses-là. Malheureusement, j'ai découvert Roald Dahl seulement adulte. Enfin, c'est une merveille de découvrir Roald Dahl adulte, mais j'aurais aimé aussi qu'il accompagne Jules Verne dans mes lectures d'enfance. Bon, il y a eu Saint-Exupéry, il y a eu plein d'autres choses, hein, mais Jules Verne a été important. Pas vraiment, hein, parce que moi, quand j'étais petit, je voulais plus devenir champion du monde de football, ou de tennis, ou de ski. Mais le rock'n'roll, la musique, la poésie, c'était bien loin de moi quand j'étais petit. Moi, ce que je voulais, c'était courir dans les bois. Donc peut-être que finalement, il y a quelque chose qui se retrouve, parce que quand je vais écrire dans mes cabanes et quand je fais des voyages en skateboard en Islande ou en vélo entre Paris et Düsseldorf pour rencontrer ma donneuse de moelle osseuse, qui sera le sujet de mon prochain livre, bah, je retrouve cette part de l'enfant un petit peu hyperactif et sportif presque. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout ce que je voulais être enfant. Mais ça me convient très bien. Et si je posais la question à l'enfant aujourd'hui, ben, j'espère qu'il sera à peu près content quand même. Oui, en effet, l'écriture peut être un très bon outil thérapeutique. Mais c'est un outil, c'est surtout le cœur qu'on va mettre à l'ouvrage qui va compter. Écrire pour écrire, ça sert pas à grand chose, mais en tout cas, ça peut être un moyen. Et moi, en tout cas, le désir d'écrire, il a commencé vers 14-15 ans, hein, en écrivant des petites sortes de petits poèmes pour une fille que j'aimais secrètement et à qui je n'osais absolument pas parler ou encore moins lui montrer les poèmes que j'écrivais sur elle. Donc c'est à peu près l'âge de 15 ans, et pour la dimension un peu plus thérapeutique, c'est quand j'ai perdu ma mère en 2003, ce qui a donné mon premier roman, Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. En fait, la mécanique, c'est pas mon premier livre, c'est mon premier livre en langue espagnole, traduit. Donc ça fait une joie extraordinaire, et ça l'est encore. Il s'est passé des choses incroyables sur ce livre en Espagne. Et bon, bah, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est ce qui permet d'avoir le droit de faire les autres. Donc c'est génial. Écoutez, c'est une histoire, c'est une transposition de mon enfance dans l'univers du conte. Mais bon, j'étais le plus petit, le plus roux, très hypersensible, très hyperactif. Donc j'avais du mal à m'adapter. En même temps, j'étais complètement traversé par les choses de l'amour, et filial et amoureux. Et je continue de penser que c'est le seul combat qui vaut d'être donné dans une vie, finalement. L'amour, qu'il soit filial ou amoureux, on est là que pour ça, je crois. Donc c'est le cœur de l'histoire de la mécanique du cœur. Alors oui, bien sûr, travailler avec Luc Besson, c'était extraordinaire, hein. Et puis c'est 6 ans de travail, beaucoup de péripéties, de difficultés, et d'avoir un producteur avec une telle expérience de production et de cinéma, parce que c'est avant tout un grand, grand, grand réalisateur.
ça a été formidable. C'était magique. Et j'ai beaucoup appris grâce à lui. Je le remercierai toute ma vie. Bah oui, ça c'est comme pour la mécanique. En fait, tous mes livres, c'est des autobiographies émotionnelles. Donc effectivement, je sais pas si je donne des astuces pour le deuil, hein, parce que j'aurais pas cette prétention. Je crois que chaque personne, chaque histoire, chaque lien est différent. Mais en tout cas, je raconte ce qui m'a traversé, ce qui m'a transporté et ce qui m'a permis d'aller mieux à ma façon. Alors peut-être que des gens peuvent s'approprier le truc, et ça c'est la joie si ce lien-là marche. Mais on peut pas avoir la prétention au moment où on l'écrit de dire moi j'ai vécu le deuil, je vais raconter comment il faut faire. Enfin moi je crois pas du tout à ça. Je crois que ce serait d'une prétention, ce serait presque un peu d'être un gourou. Je crois que j'ai horreur des gourous. Donc non, non, moi je fais des propositions et je raconte une histoire que je propose et les gens piquent dedans ce qu'ils veulent. Alors c'est à peu près la même question que pour l'amour, ça. Est-ce qu'il faut se battre pour l'amour? Est-ce qu'il faut prendre des risques pour être en vie? Évidemment. Sinon ça sert à rien, je crois que. En fait, on se trompe. Euh, c'est en se trompant qu'on apprend des choses en plus, même si c'est pas toujours agréable. Donc le risque permet d'apprendre. Et il n'y a rien de plus jubilatoire que d'apprendre. Donc effectivement, oui. Ensuite, bon, bah, le rêve de paternité, oui, c'est quelque chose qui est très important dans Métamorphose en bord de ciel. Et j'ai envie de dire dans tous mes livres, même quand j'en parle pas directement. Et, alors qu'il est, je ne suis toujours pas papa, je ne sais pas si je le serai un jour. Mais en tout cas, ce désir est très ancré en moi de transmission. Et voilà. Si je crois que j'écris des livres, c'est pour des enfants télépathiques, quelque part. Même si c'est des lecteurs adultes. Bien sûr que l'amour est difficile et c'est pour ça que c'est si passionnant. Regardez n'importe quelle histoire. C'est un personnage qui va d'un point A à un point B. Et si on lui met pas un obstacle au milieu, il n'y a pas d'histoire. Et pourquoi euh, beaucoup d'histoires sont des histoires d'amour amoureux, mais d'amour, voilà, comme on disait tout à l'heure, d'amour filial, de plein de choses différentes. C'est parce qu'il y a de la beauté, parce qu'il y a encore une fois du risque, donc ça revient aussi à l'autre question. Et parce qu'il y a de l'engagement, donc il y a tout ce qui fait la vie. Donc oui, peut-être qu'on s'en crée des fois par peur, oui, peut-être. Mais quels que soient les obstacles, peu importe qu'on se les soit créés soi-même ou pas, c'est comme dans une maladie, quand on s'imagine une maladie, bah, on est malade quand même. Donc peu importe l'obstacle, la question c'est comment on le contourne cet obstacle. C'est ça la vraie question. En tout cas, j'espère la vraie réponse. Bah, je choisis des famoiselles et des sirènes mais pas seulement. Mes créatures mythologiques ne sont pas seulement féminines, hein, parce que il y a aussi le géant, il y a un homme horloge, il y a un vampire qui est moi-même en plus. Euh, donc j'aime en fait étendre la perception que je peux avoir d'un personnage parce que c'est comme si on avait, voilà, comme les chamans qui ont leur animal imaginaire. L'impression que ça dit beaucoup de la personnalité des gens, de les transformer en créatures mythologiques. Je crois que les histoires sont faites pour ça. Que la mythologie est une boîte à outils fabuleuse qui nous permet de dire nos peurs et nos fantasmes. Euh, voilà, je pense que c'est mes peurs et mes fantasmes, en tout cas pour les personnages féminins comme pour les masculins. Voilà, c'est de l'envie et en même temps de la peur excitante.
Non, ce n'est évidemment pas un hasard. En fait, il y avait une partie de l'histoire de la sirène qui racontait un petit peu plus l'origine des surprisiers. Et le Gaspard Neige euh, du plus petit baiser jamais recensé était un surprisier vraiment dans les années 50 quand il raconte un petit peu son histoire. Et en fait, j'ai inventé le concept de surprisier pour Gaspard Neige, à l'origine Gaspard Snow, quand j'écrivais Le plus petit baiser jamais recensé. Donc après, même si ça ne se passe pas à la même époque, j'aimais l'idée que Sylvia Snow ait pu appeler son fils Gaspard comme ce personnage surprisier de sa jeunesse. Voilà pourquoi. Effectivement, hein, je vous rappelle quand même que mon groupe de rock s'appelle Dionysos. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la mythologie, grecque ou pas, mais effectivement, cette magnifique mythologie grecque est une boîte à outils formidable à utiliser quand on aime raconter des histoires. Donc, je suis très très attiré aussi par le folklore nordique, les contes islandais, norvégiens, toutes ces histoires de peuples invisibles me plaisent beaucoup. Mais la mythologie grecque, c'est extraordinaire, hein, effectivement. Regardez Star Wars ou Harry Potter et vous allez retrouver plein de choses aussi de la mythologie grecque. Donc, je m'en sers, effectivement. C'est un merveilleux outil. Oh, bah, c'est facile à dire maintenant que je vais bien. Euh, mais en fait, c'est juste que j'avais une envie de vivre terrible, surpuissante. Après, j'ai eu de la chance aussi. Bon, j'ai travaillé dur à mon rêve de rester vivant pour mes proches, pour vivre de nouvelles choses. J'avais envie, comme on dit. J'avais très très envie. Et j'ai peut-être encore plus envie, c'est peut-être ça qu'on peut retenir de positif, c'est que ça a décuplé mes forces vitales. Mais j'aurais évidemment préféré faire des enfants, des livres, des disques, des films ou des voyages plutôt que de passer 11 semaines en chambre stérile et 2 ans quasiment immobilisé. Donc je ne veux pas glorifier tout ça. S'il y a quelqu'un à glorifier, c'est mes proches et les soignants. Et moi d'avoir eu de la chance et de m'être battu avec mes petites histoires. Voilà. En fait, j'en avais très envie, après le Vampire en pyjama, de revenir à la fiction. C'était comme retrouver mes jouets. On parlait des outils avec la mythologie, et j'ai ma propre mini-mythologie. Et j'avais envie de recommencer à travailler avec, à m'amuser avec, j'avais le droit à nouveau. Alors, on sort du confinement aujourd'hui, en France, en Espagne. Ben voilà, on a envie de retrouver son vélo ou son skateboard ou un petit peu ses copains, même si on fait encore un peu attention. Et ben pour moi, à la sortie de Vampire et de l'écriture de ce récit, j'étais très heureux de retrouver la fiction. C'était une grande joie. Ah bah c'est sûr, hein, non seulement le livre, enfin le livre encore, il était publié en France un an avant, mais effectivement en Espagne juste avant la pandémie. Et puis surtout, j'avais le film qui est sorti, qui restait seulement 3 jours à l'écran en France. Et puis le disque qui était quand même les chansons de Gaspard, la bande originale du livre et du film, qui est sorti une semaine avant le confinement. Bah, j'ai eu un petit deuil à faire, hein. C'est vrai que j'ai pris un petit choc parce que ça faisait 4 ans de travail. Mais en fait, ça a été un mal pour un bien. Je parle évidemment que de la question du confinement, pas de la tragédie qui s'est nouée
en dehors et dans les hôpitaux, bien sûr. Je suis un peu trop bien passé malheureusement pour en parler et pour me sentir solidaire de tout ce monde-là. Mais moi, j'ai profité de ce temps ralenti pour écrire un recueil de poèmes et mon voyage Paris-Düsseldorf, qui sera mon prochain livre. La vie est un éternel recommencement, un travail de répétition de toute façon. Ne serait-ce que l'écriture, c'est un travail d'ébéniste. Hein, on travaille son bois, on le polit, on le tord, on l'abîme, on le colore, on le vernit, on le casse, on le coupe. Et l'écriture, c'est ça aussi, et je crois que l'expérience de vie ressemble beaucoup à l'écriture. L'écriture juste permet un petit peu de la dédoubler et de la rendre encore plus grande. À l'intérieur de sa tête, on peut voyager très très fort quand on lit et quand on écrit, évidemment. Donc, oui, c'est une répétition, mais c'est une répétition pour s'améliorer, en fait. Hein. Comme qu'on répète pour un concert, on répète pour être le plus près, le meilleur possible en concert, être le plus spontané possible. Donc la sirène, c'est pas une répétition de la mécanique du cœur, mais c'est toujours moi, un peu plus loin. Après, je continue de penser que la fin de la mécanique du cœur se termine comme elle doit se terminer. Je dis qu'aujourd'hui, je suis plus le même et que j'aurai peut-être pas forcément envie d'écrire la même histoire. Ça veut pas dire que je ne l'aime plus ou que je pense que je l'écrirai différemment. C'est juste qu'aujourd'hui, j'écris une sirène à Paris, enfin, il y a 2 ans, parce que je suis déjà en train d'écrire autre chose. Et que justement, il y a une répétition, comme on disait sur la question précédente, mais une évolution aussi. Mais avec le début de la mécanique du cœur, comme il est installé, de toute façon, ça pouvait que mal finir. Ou alors il y avait une espèce de truc un peu... bon, qui moi, en tout cas, enfin encore aujourd'hui, si je réfléchis au début de la mécanique du cœur, je peux pas écrire la fin différemment. Mais j'aurais écrit sans doute une autre histoire. C'est ce que j'ai fait avec Une sirène à Paris, en fait. Parce que c'est ouais, plus de 10 ans après. J'ai changé un peu. Voilà. Je ne me renie pas, mais j'ai changé un peu. En fait, c'est assez simple. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de le faire en film. D'abord, ma première idée, c'était de faire un film. Après le livre et la tournée sur Vampire, et le fait de m'être fait un peu voler la sortie de la mécanique du cœur parce que j'étais en chambre stérile, j'avais envie de revivre l'expérience film. J'ai fait un court métrage entre temps, donc j'avais envie d'un film. Et puis en fait, en écrivant le scénario, j'ai eu envie d'écrire le livre, ce qui me permettait de travailler sur le film en même temps et de développer la psychologie de mes personnages quand je trouvais que l'écriture du scénario était un peu sèche. Parce que finalement, on complète le scénario seulement au moment du tournage. Et entre-temps, il y a eu 3 ans, donc j'ai écrit le film. Et puis, j'ai eu envie d'écrire les chansons de Gaspard, parce que c'était une histoire de chanteur. Et j'avais envie d'incarner complètement ce personnage et de donner une tonalité très particulière à la bande originale du film. Donc voilà, c'est en déroulant mon petit fil, en fait, que lien par lien, je suis arrivé à ce triple truc. Oh bah, je suis tout simplement un grand fan de Rossi de Palma, hein, pour ses films évidemment avec Pedro Almodovar, mais pas seulement. Pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, pour son parfum, pour quand elle chante, je suis un admirateur et en plus, ce qui est génial, c'est quand on la rencontre, elle est aussi extraordinaire dans la vraie vie que dans la vie de représentation, quoi. Donc voilà, j'ai eu cette chance de la rencontrer. C'est elle qui m'a dit, quand elle a lu La mécanique du cœur et entendu la chanson que je voulais lui faire chanter, va le faire, va montrer ça à Luc Besson. C'est le seul en France qui peut te produire La mécanique du cœur. Et elle avait raison. Rossi a très souvent raison. En plus d'être extrêmement talentueuse et adorable, elle est aussi d'excellents conseils.
Oh ben Boris Vian, c'est un peu comme Rossi de Palma, hein. C'est des gens qui me donnent envie, d'écouter, qui me donnent envie de lire, qui me donnent envie de regarder des films, qui me donnent donc envie d'en faire, de raconter des histoires. Et bon, ben Rossi, j'ai la chance qu'elle soit ma contemporaine. Boris Vian, non. Donc je me console avec son fantôme en honorant son centenaire. On m'a proposé ça parce qu'effectivement, je l'ai toujours énormément cité et revendiqué dans mes influences. Donc voilà, bon, bah, ça a été un petit peu interrompu par cette histoire de coronavirus, comme beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, on a fait de belles fêtes. On a bien célébré son œuvre et on va continuer tant que possible, même après ce centenaire, évidemment. Alors j'ai plusieurs nouveaux projets. Le premier qui va sortir, c'est mon premier recueil de poèmes. Ça s'appelle Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. J'en suis très fier. Il va être illustré par Daria Nelson, qui est une photographe plasticienne d'origine russe, à qui je fais des bisous et notamment des poèmes. Et on était en confinement, je lui écrivais des poèmes, elle a commencé à faire des collages et puis ça a intéressé un éditeur. Donc ça va sortir à la rentrée. Et c'est mon premier recueil de poèmes. Ça fait longtemps que je rêvais d'en écrire un. Je glissais des poèmes un peu dans mes romans. À la fin du Plus Petit Baiser, par exemple. Et là, j'ai assumé. Voilà. C'est un des mal pour un bien du confinement. Il y a eu la naissance, l'éclosion de ce recueil de poèmes. Et l'autre projet, ça va s'appeler Ultramour. Et c'est l'histoire de mon voyage à vélo pour retrouver ma donneuse de moelle osseuse. J'ai donc été greffé par 100 de cordon ombilical il y a 6 ans maintenant. J'en ai fait un livre qui s'appelle Journal d'un vampire en pyjama. Dans ce livre, sans faire exprès vraiment, j'ai mis le code qui était le nom de cette maman. Le fait est que ce code a été retrouvé quand le livre est sorti en Allemagne. J'ai reçu une lettre un peu magique qui me proposait la rencontre. Et pour mériter mon miracle, je suis parti à vélo pour les rencontrer. Et c'est le récit de ce voyage et de cette rencontre complètement surréaliste, magique et incroyable. Voilà. Oh, bah, je pense que je serais venu soit en skateboard, soit avec ce petit vélo électrique que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que je serais venu avec ça. Peut-être un petit harmonica dans la poche, je sais pas. Mais j'aime bien. J'aime bien ces petits moyens de locomotion à la fois écologiques et poétiques. Merci beaucoup à toi, c'était une longue interview. J'espère que les réponses te conviendront et que tu en feras un bon usage. Et encore merci à toi et prends soin de toi. Ciao.